Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vois dans le chat qu'on me dit oui. Très bien. Bonjour à tous et ravi de vous accueillir pour cette deuxième rencontre de notre cycle de conférences. Je m'appelle Alexandre Suzanne, je suis le référent de cette action cinéma et jeux vidéo qui est portée par le réseau de salles de cinéma dans la région des Hauts-de-France qui s'appelle De la suite dans les images. Avant de laisser la place à notre intervenant du jour, Mehdi, tu es le curateur artistique de cette action et tu vas nous resituer son contexte, son historique et les enjeux qu'on essaye de mettre en place. Merci Alexandre, bonjour à Thierry. Je vais effectivement dire un petit mot de l'action en essayant de résumer tout ce que tu viens de dire en 2 minutes. Tout ce que tu viens d'indiquer comme nécessité de cadrage, effectivement, on a une action qui a démarré maintenant il y a un peu plus de 2 ans, avec comme enjeu de lancer une formation au long cours des acteurs de l'action culturelle, de l'éducation populaire, de l'éducation à l'image dans les Hauts-de-France, en particulier en centrant sur les lieux de diffusion et d'éducation que sont les salles de cinéma et les médiathèques. Et on avait le souci de travailler l'objet vidéoludique comme un objet culturel à part entière, dans ses dimensions artistiques, sociales, économiques, politiques et autres, de façon un petit peu à réussir à franchir un cap par rapport à toutes les barrières qui peuvent exister, entre les catégorisations qui peuvent exister entre les arts, entre ce qui est de l'art, ce qui n'en est pas, etc., etc. Parce qu'on a, ces dernières années, pu prendre la mesure de la place qu'occupait désormais le jeu vidéo dans notre société, et qu'en particulier, quand on travaille avec des jeunes, mais pas seulement des jeunes, mais notamment avec des jeunes, négliger cet aspect-là en centrant notre action d'éducation à l'image uniquement sur le cinéma, eh bien, ça peut poser problème. Alors, on a un petit peu avancé depuis les années 2000. Il y en a peut-être qui étaient à cet événement, je ne sais pas, en 2008, au Centre Wallonie-Bruxelles, où j'avais monté déjà un gros événement cinéma et jeux vidéo sur 2 jours, un rassemblement professionnel avec le CNC, le ministère de la Jeunesse et Sport, tout un tas d'acteurs et d'actrices de l'éducation populaire. Et on avait pu mesurer déjà à l'époque les difficultés qu'il y avait à faire rentrer l'objet vidéoludique dans les mêmes logiques, disons, d'éducation et de formation qu'on pouvait avoir autour du cinéma, et notamment parce que c'est un objet qui n'est pas qualifié dans les lieux. Si on veut, il y a des problèmes juridiques qui se posent, il y a des problèmes de valorisation, on peut mener des actions autour du jeu sans que ce soit pris en compte dans les classements d'arrêt d'essai, etc. Bon. Donc, l'objet de cette action, c'était à la fois d'essayer de franchir un cap, et puis de reprendre le travail aussi depuis le début, parce que tout le monde n'en est pas au même point. Parmi les professionnels, il y a des fans du jeu vidéo, il y en a qui savent qu'il faut travailler cet objet sans pour autant être en mesure de forcément saisir toutes les implications faute d'y avoir vraiment joué. Et donc l'action, elle a pour but à la fois de compléter les connaissances déjà acquises d'un certain nombre de professionnels, et puis d'initier les autres à tout l'intérêt, toutes les dimensions de l'objet vidéoludique. C'est pas évident à tenir, mais ça repose beaucoup sur l'engagement des participants et participantes, et notamment au fait, dans ce type de conférence qui apporte des connaissances, de pouvoir intervenir pour poser des questions, notamment sur qu'est-ce qu'on fait en fait de ces connaissances une fois qu'on les a, pour travailler des actions. Ça, c'est vraiment un des objectifs de l'action ensuite, c'est de pouvoir transposer dans des projets les savoirs et connaissances qu'on aura pu emmagasiner dans tout ce cycle de conférences. Merci Mehdi. Et je rappelle que cette série de conférences a été pensée normalement pour être en présentiel. On était censé rencontrer les professionnels et les exploitants de salles de cinéma directement dans leur salle, où on aurait eu un grand écran et des bonnes conditions techniques pour passer les extraits vidéo. Donc voilà, c'est pas le cas aujourd'hui, c'est pas possible aujourd'hui, mais n'hésitez pas
à être réactif dans le chat, que vous avez déjà commencé à investir. Et voilà, posez vos questions, n'hésitez pas à nous envoyer des choses au fur et à mesure. Ça aidera aussi, je pense, Thierry à être dans un certain dynamisme de présentation. C'est toujours difficile de faire ça tout seul devant son écran chez soi. Donc voilà, soyez avec nous, on est avec vous. Et à la fin, il y aura aussi un temps d'échange, puisqu'on va partir pour 1h15 d'intervention et un temps d'échange de 15, 20, 30 minutes selon ce que vous avez à dire ou à apporter. Donc aujourd'hui, on est parti avec Thierry Laurent. Donc Thierry, tu es intervenant culturel auprès de la suite dans les images et notamment sur l'éducation à l'image. Et donc ce matin, tu vas nous dresser un panorama de l'horreur dans le jeu vidéo. Thierry, la parole est à toi. Alors merci Alexandre. Alors est-ce que vous m'entendez? On n'a pas fait de son avant, tout le monde m'entend, donc tant mieux. Merci d'être venu, alors qu'il fait beau et que pour certains d'entre vous c'est les vacances. Merci d'être là. Et merci évidemment de la suite dans les images et à Mehdi d'avoir fait appel à moi pour ce que j'ai appelé ce panorama du jeu vidéo d'horreur. Tout à l'heure, Mehdi parlait d'initiation. C'est vrai que là, on sera plutôt sur un aspect d'initiation qu'un aspect plus renforcement comme la semaine dernière. Alors, si tout le monde m'entend, je vais pouvoir disparaître, enfin en tout cas disparaître à l'image. Donc vous allez voir seulement mes images, alors qui sont pas sous une forme en fait de montage. C'est un montage avec quelques images et aussi beaucoup d'extraits. Et je vous préviens aussi tout de suite que parfois il y aura pas de son pour que je parle sur les images et parfois il y aura du son. Bon, j'espère que ce sera pas trop cacophonique, que ça pourra marcher, parce qu'en fait là sur ce logiciel que j'ai déjà utilisé pour une formation, mais pas exactement dans un format comme aujourd'hui, il n'y a pas de, voilà, on peut pas mixer, donc c'est un peu nouveau pour moi, donc j'espère que je présente mes excuses par avance voilà, pour les petits tâtonnements qu'il pourrait avoir. Donc hop, on lance voilà, notre vidéo qui s'est lancée, c'est bon. Donc le titre que j'ai pris, le sous-titre Survivre dans un monde d'épouvante, en fait j'ai emprunté ça au carton de titre, enfin plutôt à l'écran titre du premier Resident Evil, donc dont j'ai beaucoup parlé, enfin je parlais du jeu et aussi beaucoup de la franchise. La franchise qui fête cette année c'est 25 ans, donc ça tombe bien. C'est vrai que cette conférence elle aurait dû être faite il y a 2 ans, déjà, bon il y a eu des reports, notamment un report à cause du premier confinement. Mais là, ça tombe bien, parce qu'on peut fêter comme ça le premier Resident Evil. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est circonscrire un peu le champ des jeux d'horreur. Qu'est-ce que c'est les jeux d'horreur, parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeux à univers horrifique. Mais là, en fait, il y a des jeux à univers horrifique, où il y a des choses horribles, des choses sataniques, de l'horreur, du gore, etc. Il y a certaines choses que j'ai éliminées. C'est le cas, par exemple, de la série Doom, qui est un jeu de tir à la première personne, où on dessous attire les rigots des démons de l'enfer, comme on peut voir dans le premier numéro. Après, il y a aussi la série Castlevania, où on combat Dracula. Voilà, donc ça, je sais pas. Mais après, je cite aussi un registre satanique Diablo ou Devil May Cry. Voilà. Alors, pourquoi j'ai pas choisi ces jeux? C'est parce qu'en fait, je me suis intéressé au thème de la survie et donc au genre, à la tendance, qui est au type de jeu, donc on appelle les survival horror, qui est d'ailleurs une appellation marketing, parce que c'est des services marketing de Capcom, qui l'a créé en 1996 pour la sortie du premier Resident Evil, et c'est un peu, voilà, c'est un peu un terme qui est synonyme d'horreur vidéo ludique, et qui est, bon, c'est aussi intéressant, c'est un terme en tout cas qui mélange, qui reprend deux genres cinématographiques, parce que ce qu'on va voir, c'est que le jeu vidéo d'horreur est très influencé, il y a beaucoup de rapports avec le cinéma d'horreur, le cinéma que vous connaissez si vous êtes fan de films d'horreur. Et ça donc le survival, alors c'est un genre, c'est un sous-genre, on va dire, de l'horreur qui est un peu, qui on va dire au contour un peu flou. On peut dire dans le survival,
Il y a des films comme Massacre à la tronçonneuse ou dans un registre plus noble, peut-être Délivrance de John Borman, et Horreur, en tout cas aux États-Unis. Bon, c'est le film d'horreur, mais horreur épouvante. Hein, c'est un terme qui est encore plus vaste que utilisé de façon encore plus vaste qu'en France. Et survival horror, hein, c'est vraiment un terme qui est utilisé seulement, hein, on va dire, pour les jeux vidéo, même s'il peut être repris par ailleurs, hein, parce qu'après le survival horror, on verra, peut servir de référence à des films d'horreur qui sortent au cinéma ou maintenant en DVD ou en VOD. Et j'avais lu aussi qu'il y avait un épisode de la dernière saison de Game of Thrones, hein, celui de la bataille finale, un peu contre les morts, contre l'armée des morts, où en fait le réalisateur disait qu'il a été influencé par le survival horror, hein, dans la mise en scène de la bataille. Alors, j'ai fait une petite typologie des jeux, hein, auxquels je vais me consacrer. Hein. Donc, les jeux, hein, qui m'intéressent, donc de survival horror, les points communs, c'est un univers horrifique et surnaturel. Bon, on va dire hostile, hein, évidemment, s'il faut survivre. C'est qu'on on est dans un environnement et on rencontre des monstres, des créatures, des menaces qui veulent du mal aux personnages. Donc, c'est censé aussi susciter l'angoisse, l'effroi et la panique. Hein. C'est pas toujours le cas, par exemple, de Doom. Alors c'est vrai que bon, il y a des choses qui peuvent faire peur dans Doom, mais dans Doom, bon, les démons de l'enfer font peur, mais sont surtout là pour se faire tuer. Alors, ce sont des jeux d'aventure exploration, hein, c'est pour ça que j'ai mis de côté des jeux un peu plus de plateau, comme les premiers Castlevania, les jeux de tir, un FPS, jeu de tir à la première personne comme Doom. C'est des jeux où on va explorer, alors dans une grande partie des jeux dont je vais vous parler après, il y a un lieu unique, hein, où en gros on est presque à 100% ou à 90% dans un lieu qu'on va explorer vraiment de fond en comble et qu'on va connaître aussi de fond en comble, parce qu'en tant que joueur on va y passer plusieurs heures. Et il y a aussi, alors ça peut être d'un lieu ou deux lieux, hein, il y a aussi des jeux où il y a plusieurs lieux, mais voilà, on explore des lieux. Il y a aussi l'importance aussi qu'on va trouver de lettres, de journaux d'enregistrement audio et vidéo. Hein, c'est parce que souvent, le grand principe des jeux d'horreur, enfin de beaucoup de jeux d'horreur dont je parle, et d'ailleurs moi c'est une chose que j'aime dans ces jeux, c'est qu'on arrive toujours dans un endroit où il s'est passé quelque chose. Hein, en fait, la catastrophe ou le massacre, ou c'est passé quelques jours avant, quelques semaines avant, ou quelques années avant, voire quelques siècles avant, et donc on va découvrir ce qui s'est passé en lisant des lettres, des journaux, en des enregistrements vidéo, voilà, sur cassette, etc. Et donc il y a une dimension extrêmement littéraire, hein, dans les jeux que je vous présentais, enfin la plupart du temps d'ailleurs. Enfin, Mehdi parlait du côté, parfois on disait que c'était moins noble le jeu vidéo, mais en tout cas dans le jeu vidéo d'horreur, hein, c'est pas le seul genre du jeu vidéo, en fait on lit beaucoup, hein, on passe son temps, enfin il y a des jeux où voilà, on passe beaucoup de temps à lire, et donc voilà. Il y a aussi l'arsenal limité, hein, ça a aussi une différence avec Doom, hein, dans Doom on est surarmé pour tuer les démons, alors que voilà, dans des jeux, même comme Resident Evil, où les personnages sont des soldats, souvent des commandos, où il faut faire attention à ses munitions, et il y a aussi des jeux plus récents où il n'y a carrément aucune arme, hein, il n'y a pas d'arme. Et il y a aussi, bon ça c'est la dimension aventure-exploration, dimension énigme, hein, parce qu'il faudra souvent résoudre des énigmes, il y aura des portes, beaucoup de portes fermées. Hein, je crois que le héros du jeu vidéo d'horreur est confronté à beaucoup de portes fermées, de cadenas, etc. Et il faut aussi trouver beaucoup de clés et accessoires pour ouvrir les portes. Alors, il y a aussi des jeux dont je n'ai pas parlé parce que, alors, qu'ils ont un univers morbide, assez fantastique. J'en ai pas parlé pour deux raisons. Hein. C'est parce que, à la fois, ce sont des jeux dont on avait parlé lors de la deuxième partie de l'action jeu vidéo, enfin la deuxième journée à l'action jeu vidéo qui s'était fait au Frénois, où on avait présenté des jeux vidéo indépendants avec Mehdi. On avait notamment présenté deux jeux danois du studio Playdead, hein, qui s'appelle Limbo et Inside, hein, qui sont des jeux de plateforme, hein, mais avec voilà, où des enfants sont en danger, avec un univers extrêmement morbide. Bon, on l'a pas mis parce qu'on en avait déjà parlé, et puis bon, c'est un peu plus jeu de plateau, hein, c'est un peu comme disait, enfin je sais pas, il y avait un article du Monde qui disait que c'était un peu
les cousins diaboliques ou sadiques de Super Mario. Et donc ça cadrait moins avec mon corpus. Voilà. Alors un petit avertissement, c'est qu'évidemment, comme ce sont des jeux vidéo d'horreur, ils sont, enfin pas interdits, mais ils sont conseillés. Hein. Il y a ce qu'on appelle les PEGI entre 16 et 18. Hein. Et comme on le voit dans beaucoup de jeux, ça vient d'un jeu qui s'appelle Silent Hill, dont on parlera après. Hein. Donc, dans cette conférence, il y aura des images violentes et dérangeantes. Bon, j'ai quand même essayé de ne pas avoir trop de choses effrayantes ou trop dégoûtantes. Voilà. Mais évidemment, si vous n'avez pas l'horreur, le sang même vidéoludique ou des choses un peu bizarres, passez votre chemin. Voilà. Alors, des fois, entre les parties, il y aura qui te pose le temps de charger la vidéo. C'est le cas. Voilà. Alors, ce que j'ai appelé l'aube de l'horreur, hein, c'est parce qu'en fait, nous, évidemment, on va revoir des jeux vidéo. Ah, ça va un peu trop vite. En fait, nous, on va surtout s'intéresser à des jeux vidéo à partir d'horreur, à partir de Resident Evil, donc à partir de 1996. Mais comme vous savez, le jeu vidéo, ça remonte à très loin, aux années au moins 70, voire avant, mais commercialement aux années 70. Mais c'est que assez tôt, en fait, il y a eu des jeux vidéo, enfin, le jeu vidéo et d'horreur, ça remonte au tout début du jeu vidéo, hein, des consoles style Atari, etc., au début des années 1980. Alors, je vais vous montrer les deux premiers jeux, ce qui est considéré comme les deux premiers jeux. Alors, le premier, il s'appelle 3D Monster Maze, donc le labyrinthe où il y a un monstre en 3D. Hein, voilà. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, ça jouait sur le ZX81, qui n'était pas un ordinateur fait pour le jeu d'ailleurs. Alors c'est un jeu en 3 dimensions, programmé par une seule personne, c'était un ingénieur à qui on devait offrir un ordinateur. Alors des fois c'est en anglais, hein, enfin souvent je peux toujours trouver des vidéos en français. Donc là, bon, alors, je vais pas dire, le monstre, c'est un T-Rex, hein, on est poursuivi par un T-Rex dans un tyrannosaure, enfin, dans un labyrinthe, et évidemment, on a des indications sur où il se trouve, où il arrive, etc. Voilà. Bon, on va voir partie complète, et il arrive, pouf. Voilà. Et ça, c'est le deuxième jeu. Alors là, le premier jeu, c'était 1981, et en 1982, c'est un jeu qui s'appelle Haunted House, hein, je veux dire, la maison hantée, qui est un jeu Atari, donc qui a été plus diffusé, où là, on joue le personnage joue 2 yeux, et qui va dans plusieurs pièces, et évidemment, faut pas, dans le noir, et il ne faut pas se faire attraper par les fantômes. Voilà. Alors, on prend un petit arrêt. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, en fait, quand on regarde les listes ou des articles sur le jeu vidéo d'horreur, c'est qu'il y a beaucoup de jeux vidéo d'horreur, hein, c'était une tendance forte, en fait, du jeu vidéo d'horreur, enfin, en nombre, c'était assez important. Bon, après, évidemment, les titres ne sont pas toujours restés à la postérité. D'ailleurs, c'est le cas aussi des deux jeux que je vais vous présenter après, qui sont des adaptations de films, plus que de films de franchises. Hein, c'est parce qu'à l'époque, bon, ça se fait maintenant, d'ailleurs, ça se fait peut-être moins qu'avant, parce que c'est moins réputé, quoi. Ça se fait moins que dans les années 90, par exemple. Il y a moins d'adaptations de jeux, même d'adaptations de films, même si on va en évoquer par la suite. Mais à l'époque, il y en avait beaucoup, et voilà, enfin, il y a des choses, maintenant, ça paraît un peu étonnant que sur Atari, on ait adapté notamment une licence, une franchise que vous connaissez. Enfin là, je pense que vous allez la reconnaître au son, parce que normalement, il y aura du son. Là, vous allez reconnaître ouais. Vous allez reconnaître le film adapté, et je vous laisse... il y aura un peu d'interaction, répondre dans le chat. Non, ça va arriver. Ah oui, bon, des fois, des choses que j'ai glissées, c'est que les deux jeux, même s'ils paraissent très bruts, en fait, Haunted House et le jeu avec le tyrannosaure, en fait, ils posent déjà des enjeux du jeu vidéo, enfin du jeu vidéo d'horreur. Bon, déjà, la maison hantée, hein, on va dire que les lieux à explorer dont je parlais au départ, ils sont en gros le plus souvent une variation sur la maison hantée de la littérature gothique. Et le fait d'être en 3D, hein, ça va être aussi important. Le jeu vidéo d'horreur va vraiment prendre son essor avec la 3D, le fait de pouvoir se déplacer dans la profondeur.
Et aussi le fait de se confronter au monstre, d'avoir le monstre devant soi, de s'échapper du monstre, dans un espace labyrinthique, comme un peu Maze. Évidemment, ça va être aussi quelque chose d'extrêmement important dans le jeu vidéo. Et donc voilà, après juste on va arriver sur notre jeu vidéo Atari, à vous de deviner le titre du jeu et du film adapté. Alors je sais pas si quelqu'un a trouvé. Alors là c'est bien fait, hein. C'est pas l'exorciste. Non, l'exorciste c'est Mike Oldfield. Ah non, presque. Non. Ah oui, Halloween, la nuit des masques Halloween. Donc c'est une adaptation d'Halloween. Alors on va voir un peu là c'était l'écran titre, on va voir un peu le gameplay. Voilà. Donc ça c'est la pochette. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on incarne par Michael Myers, hein, le tueur, alors que dans les jeux de vidéos d'horreur, on est quasiment toujours toujours du côté de la victime, hein, du pourchassé, mais dans les premiers jeux, on pouvait être, souvent d'ailleurs, du côté du tueur. C'est le cas alors du jeu Halloween. Alors, un autre jeu, alors là où ça va être difficile à trouver. Bon, je vous le mets quand même, à vous de trouver. Là, il n'y a pas de musique. Alors, c'est pas évident. Alors, c'est un jeu où on doit tuer. Hein, voilà. Alors, là, c'est Massacre à la tronçonneuse. Bravo, vous avez trouvé. Hein, parce qu'il y avait un petit indice. Alors, peut-être, si vous le connaissez, c'est aussi parce que du fuel. Hein, il y a une tronçonneuse. Hein, c'est une représentation de la tronçonneuse. Et il faut de l'essence pour le faire marcher. Donc, non, après, on va voir. Voilà, ça, c'est la pochette. Hein. Mais là, évidemment, on est assez loin, hein, quand même, à cause des limitations graphiques. Je pense aussi que c'est pas les meilleurs jeux Atari 2600. On est vraiment assez loin des films eux-mêmes. Bon, évidemment, même d'une représentation de la peur. Bon, c'est pas des jeux qui font vraiment peur, parce que déjà, dans la peur, il y a comme le noir qui est important, et là, c'est des jeux très colorés. Hein. Je dis pas qu'on peut faire peur de jour et en couleur, mais des couleurs vives, mais en tout cas, c'est pas le cas de ces jeux. Alors là, je vous ai mis la référence, une référence, c'est la pochette, la couverture de ce livre intéressant d'Alexis Blanchet, Des pixels à Hollywood, qui est sur la relation entre le cinéma et les jeux vidéo, où en fait, il parle aussi de l'importance des jeux, du rapport au cinéma d'horreur, au genre horreur en particulier, des franchises d'horreur, et des genres en particulier. C'est parce qu'en fait, dire par exemple que le film s'appelle Massacre à la tronçonneuse, ça va donner quand même une sorte de référence imaginaire au joueur, qui va pouvoir investir ce qu'il voit à l'écran de quelque chose qui n'est pas dans le jeu. Hein. Parce qu'en fait aussi, ce que raconte Alexis Blanchet, c'est qu'on trouvait ça aussi dans des jeux d'arcade. Des fois, il fallait aussi qu'il y ait des visuels parlants, par exemple sur l'environnement sur les bords de la bande d'arcade, pour savoir un peu ce qui se passait à l'écran. Hein, c'est un peu ce qui se passe parfois dans les films. C'est vrai que dans des vieux jeux, il y a certains jeux Atari 600, 2600, on a un peu du mal à savoir ce qui se passe. Et il y avait des références, voilà, qui étaient évidemment parfois dans l'univers de référence ou dans le genre adopté. Alors, des fois aussi, il pouvait avoir... alors là, on va reprendre. Alors, on va continuer. Là, il y a aussi une musique, mais qui est très énervante, mais je trouve qu'il est pas sans charme. Et d'ailleurs, c'est aussi le jeu, là, c'est un jeu de 86, qui est pas sans charme non plus. Hein. D'ailleurs, c'est un jeu d'horreur aussi. Alors là, c'est plutôt étonnant, c'est aussi une adaptation d'un film. Alors, je sais pas si vous devinez, je vous laisse deviner encore, mais là, c'est assez étonnant, le point de départ. Bon, désolé. Hein. Le son est fait avec une brosse à dents, c'est pas faux. Ouais, il y a un côté, mais c'est un côté un peu qui masse, mais dans le mauvais sens, mais qui masse quand même. Donc en fait, c'est le jeu qui est Nosferatu, qui s'appelle The Vampire, et qui est une adaptation, je ne vais pas laisser répondre, étonnamment, alors peut-être pas officiel, du remake de Herzog, du film de Murnau, Nosferatu, Fantôme de la nuit. En fait, autre jeu, là, qui est un peu plus accompli, je pense aussi de 1986. Alors, c'est un film qui s'appelle Zombie. C'est pour vous montrer aussi que dans les jeux vidéo des années 1980, il y a aussi des jeux qui sont le départ de grands succès,
dynastie, on pourrait dire, du jeu vidéo, parce que là, si vous voyez en bas, c'est que Zombie, en fait, c'est un jeu d'Ubisoft, une société française, qui est maintenant un géant du jeu vidéo avec les franchises Assassin's Creed, Watch Dogs, etc. Et donc, le premier film qu'ils ont fait, il s'appelle Zombie, qui est manifestement inspiré, vu le titre et le visuel, de Zombie, enfin en français, le film s'appelle Zombie, en anglais, qui s'appelle Dawn of the Dead, qui est la deuxième... le deuxième volet de la trilogie des morts-vivants, enfin de la première trilogie des morts-vivants de George Romero, un film de 1978, qui a une grande influence sur le genre zombie, au cinéma, puis aussi sur les créateurs de jeux vidéo. Je pense qu'on va voir l'affiche française quand le film a été interdit aux moins de 18 ans, classique, et c'est un jeu, alors évidemment l'influence, ça s'arrête pas seulement au titre et aussi à l'affiche, mais aussi à l'histoire, parce que le jeu se passe dans un centre commercial où on doit survivre, tuer des zombies, et dont le but est de sortir du centre commercial et de s'échapper en hélicoptère, qui est exactement ce qui se passe dans le film de Romero. C'est un film graphiquement qui est assez intéressant. Bon, alors ce qui est marrant, c'est aussi un film où les personnages s'appellent Patrick, Sylvie et Alexandre, enfin il y a un autre, donc c'est pas fréquent dans les jeux vidéo d'horreur. Voilà. Et donc, évidemment, ça reprend. Ça, c'est le dernier plan de Zombie. Alors, Zombie, on va voir un extrait qui se passe avant, pour voir aussi en quoi le Zombie, ça peut être aussi une sorte de réservoir. Je pense que ce qui va être intéressant quand on fait comme ça, des comparaisons entre la référence et puis par exemple le jeu qui se refaire, c'est voir en quoi le film, en l'occurrence le Zombie de Romero, peut être vraiment un réservoir de choses qui vont être reprises dans les jeux vidéo. Alors on pourrait dire pas seulement d'ailleurs, pas seulement le sujet, pas seulement le lieu, évidemment, et pas seulement les monstres, mais aussi d'autres choses dont je parlerai un peu, parce que je le laisse, c'est un extrait avec son. La porte sera ouverte, tu fonces. Voilà. Donc là, ce qu'on voit évidemment, c'est quelque chose, c'est un type d'action, de scène d'action d'ailleurs, qui sera reprise souvent, qui sera, on trouvera des variations dans les jeux vidéo. On voit en quoi ce type de scène où il fallait d'un point A à un point B en échappant aux zombies avec des fusils, à coups de fusil et à coups de rapidité, etc. On voit en quoi ça a pu influencer les films, en quoi les développeurs de jeux vidéo, ils ont voulu reprendre ça dans leurs films. Donc il y a des situations, il y a aussi le lieu, le supermarché, d'ailleurs qui sera repris plus tard dans l'adaptation un peu officieuse de Zombie, un jeu qui s'appelle japonais de Capcom, qui s'appelle Dead Rising, dont on voit aussi une image. Et d'ailleurs qui est fait 20 ans après Zombie, de Ubisoft, et en fait dans Zombie, évidemment c'est un jeu quand même relativement statique, parce qu'à l'époque les capacités graphiques permettaient pas de refaire exactement ce qu'on voyait chez Romero, et il a fallu attendre 20 ans pour faire un peu Zombie en vrai, en vidéoludique en fait, avec des hordes de zombies, etc. Donc là ce qu'on voit quand je parlais il y a des choses de mise en scène, il y a des rapports c'est presque comme un niveau de jeu, en fait. Là, ce qu'on voit structuré comme un niveau de jeu, mais je pense aussi qu'il y a des choses qui relèvent des sensations, ce qui est quand même important dans le cinéma d'horreur. Néanmoins, c'est un cinéma qui procure beaucoup de sensations, qui a des effets sur le corps, direct sur le corps du spectateur et de la spectatrice, évidemment. Et là, ces sensations, c'est aussi des choses qui sont recherchées dans les jeux. Là, c'est la sensation, évidemment, de
de panique ou d'essayer de s'extirper de la masse des zombies. Mais je pense aussi que là, on voit, comme on voit les tirs dans la tête, hein, il y a aussi quelque chose qu'on trouve plus dans les Resident Evil, hein, évidemment, que dans d'autres jeux, c'est aussi le plaisir hein, de tuer un zombie d'une seule balle, le headshot, hein, qui est une sorte de volupté, hein, et ça, évidemment, il existait déjà dans les films de Romero. Enfin, évidemment, une fois que les personnages avaient compris qu'il fallait tirer dans la tête pour tuer les zombies. Alors, c'est vrai que je ne fais pas de... Alors, des fois, je regarde le chat, mais comme je vois que le temps passe vite, je le regarde pas tout le temps. Si Alexandre a quelque chose à dire, il peut me le dire. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième partie. Donc là, on va vraiment parler des premiers Survival Horror, hein, les originales. Alors, le premier Survival Horror 96, c'est Resident Evil. Hein, c'est peut-être la franchise la plus connue aussi grâce au cinéma. Mais en fait, si on regarde l'histoire des jeux vidéo d'horreur horrifiques, le premier qui coche un peu toutes les cases de ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la typologie des jeux survival horror, les jeux auxquels je m'intéresse. Le premier, en fait, c'est un jeu français de 1992 qui s'appelle Alone in the Dark. Alors, je vous montrais, c'est un jeu infogramme. Alors, je crois que c'est une société qui... Voilà, ça passait très vite. Alone in the Dark, qui est à l'origine inspiré des œuvres de H.P. Lovecraft, de Lovecraft. Alors, c'était au début, il devait avoir un nom directement relié à Lovecraft. Après, ça n'a pas été le cas, mais évidemment, là, sur la jaquette américaine, c'est précisé. Bon, évidemment, comme je vois que le temps passe, on va pas trop s'étaler, mais comme vous le savez peut-être, hein, c'est que Lovecraft, c'est quelqu'un d'extrêmement important, évidemment dans la littérature fantastique, mais aussi dans les jeux vidéo, parce que voilà, il y a plusieurs jeux dont je vais parler sont inspirés des écrits de Lovecraft. Aussi, pourquoi il y en a beaucoup dans les jeux vidéo, hein, c'est parce que aussi je pense qu'il y a beaucoup de gens développeurs de jeux vidéo qui aimaient Lovecraft, qui avaient lu Lovecraft et qui avaient aussi joué à des jeux, ou un jeu, l'Appel de Cthulhu, d'après Lovecraft, hein, qui est un des jeux vidéo, enfin des jeux de rôle sur table, papier, un des plus connus. Et donc Lovecraft, c'est vraiment une influence extrêmement importante. Alors, on peut aussi penser que c'est un peu grâce à lui qu'il y a un côté très littéraire du jeu d'horreur est aussi présent, hein, notamment la présence de textes, etc. Hein, parce que, alors, si vous connaissez un peu Lovecraft, hein, c'est souvent chez Lovecraft, le narrateur ne vit pas directement une aventure. Enfin, des fois, ça peut arriver, mais souvent, en fait, il découvre un journal ou des écrits, etc., qui décrivent des choses abominables, etc. On est un peu un témoin secondaire. Et c'est un peu un principe qu'on trouve beaucoup chez dans les jeux vidéo d'horreur. Alors, et d'ailleurs, enfin, si vous allez à la Fnac, vous voyez que maintenant il y a carrément presque un étage, enfin pas une étagère, quoi, une étagère complète dédiée à Lovecraft. Et cette importance, on le trouve aussi dans les jeux vidéo, parce que j'ai lu un article sur les jeux vidéo en 2019 qui disait qu'en un mois, il y avait au moins 20 titres d'horreur cosmique, hein, à la Lovecraft qui était sorti en un mois. Hein, c'est vrai que l'influence, elle est vraiment très 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 forte. Donc, Alone in the Dark, bon, en fait, on joue un personnage un détective, hein, qui va enquêter dans une maison où il va découvrir des choses assez inquiétantes. Voilà. Donc, c'est un jeu français, hein, comme je ne vous l'ai pas dit, hein, pour faire un petit cocorico, un jeu français dont le concepteur principal est Frédéric Rénal. Voilà. Donc là, on voit des images de l'introduction qui n'est pas encore jouable. Alors là, on voit le premier zombie. Hein. Ça, c'est toujours important dans les jeux. Comme disait Hélène, on n'oublie pas, ça ne s'oublie pas la première fois, quelque chose comme ça. Donc évidemment, je pense que dans les jeux, bon, souvent, quand on découvre, hein, dans son premier jeu d'horreur, on n'oublie pas son premier monstre, son premier zombie. Alors, ce qu'on va retrouver, c'est évidemment le zombie, enfin l'exploration, et puis aussi, alors on l'avait parlé, hein, de l'arsenal limité. C'est vrai que là, par exemple, le personnage commence, mais le plus souvent n'a pas d'arme. Hein, il doit faire un peu genre de la savate. Donc évidemment, ça renforce sa vulnérabilité.
Voilà. Alors, aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce jeu, on a montré, enfin, bon, c'était pas le cas tout de suite, quand Resident Evil est sorti, mais qu'en fait, il y avait beaucoup influencé Resident Evil, parce qu'il y a beaucoup de rapports, il y a beaucoup de choses dans Alone in the Dark qui annoncent Resident Evil. Alors, le fait de pouvoir choisir entre deux personnages, un homme et une femme, on retrouve ça aussi dans le premier Resident Evil. Ça va être aussi, voilà, un chien, là c'est un chien de l'enfer qui sort de. Il n'y a pas de sang, mais c'est un jumpscare célèbre de Resident Evil qui a effrayé beaucoup de joueurs. Et puis aussi, alors peut-être plus important, enfin, il y a plein de choses, hein, aussi. Ça peut être aussi des choses en rapport avec l'inventaire, etc. Mais c'est aussi sur la mise en scène. Ce qu'on voit, alors déjà, l'utilisation, on voit l'utilisation d'un procédé, d'un angle de prise de vue, hein, qui est la plongée, qui est beaucoup utilisée dans les deux films, enfin dans les deux jeux, dans les deux jeux, parce que ce qui est intéressant dans les deux jeux, c'est que Resident Evil a repris une technique qui était utilisée à l'époque, mais pas vraiment par les jeux vidéo d'horreur. Bon, déjà, c'est utiliser la 3D, hein, ce qui n'était pas aussi évident que ça au début des années 90, et aussi avec ce qu'on appelle la 3D précalculée. Hein, ça veut dire que tous les décors où on voit sont déjà fixes, en quelque sorte. Hein, c'est des décors fixes. Et à chaque fois que le personnage va se déplacer, au bout d'un certain moment, il va y avoir un changement de caméra. Donc, il y a une multitude un peu de caméras d'angle fixe, avec un côté très cinéma, quoi, en fait. Donc là, on est dans Resident Evil 1. Je savais que... Voilà. Alors là, on va finir sur Alone in the Dark avec un témoignage de Frédéric Reynal. Donc ça, c'est quelque chose d'ailleurs que je vous ai mis en lien. Alors ça, je vous ai pas dit, hein, parce que je vois qu'il y a des choses. Ça passe vite, en fait, je ne dis pas tout. Enfin, ce sera encore, je déborderai encore un peu plus, mais c'est que pour accompagner là cette conférence, hein, j'ai fait quelque chose où on reprend le nom des jeux, l'année, souvent les studios, les concepteurs. Et en fait, dedans aussi, j'ai mis le lien sur un reportage qu'on trouve sur YouTube. En fait, c'est sur les grands noms du rétro, enfin du jeu des années 80, les pionniers du jeu vidéo français-américain. Il y a quelque chose sur Frédéric Reynal. Enfin, les pionniers du jeu vidéo français. En tout cas, des monstres avec 10 polygones, ça ferait pas peur. Ça, je le savais très bien. C'est pour ça que je voulais qu'il y ait des livres et beaucoup de textes à lire, ce qui était encore possible à l'époque, ça devient plus difficile, pour rajouter une ambiance et rajouter tout l'invisible, en fait, en gros, dans l'imagination. Et je me suis dit, si je veux arriver à emmener la peur, il faut que je fasse peur au joueur sur ce qu'il fait. Et c'est pour ça que le premier couloir qu'on va traverser, à un moment, il y a le plancher qui casse au milieu. Je veux que le joueur ait peur de jouer. Voilà. Bon, évidemment, ce qu'il dit, c'est des choses qui seront beaucoup reprises. Hein. Évidemment, on avait déjà parlé de l'importance de lire les textes, hein, dans les jeux, puis peur d'avoir peur, c'est vrai que je pense que c'est aussi quelque chose qui est marquant dans peut-être les premiers jeux qu'on a vus, c'est qu'il y a toujours des moments où on a peur d'avancer. Enfin, on sait bien qu'il faut avancer, hein, parce que pour jouer, hein, pour continuer à voir l'histoire, mais des fois on a un peu peur, des fois on repose la manette ou on se dépêche de télécharger pour reprendre un peu plus tard. Alors là, on passe à Resident Evil. Alors, ce qui est intéressant dans Resident Evil, on parlait de l'influence au cinéma, c'est d'où vient Resident Evil. En fait, à l'origine, ça devait être la suite d'un jeu qui s'appelait Sweet Home. Donc, Sweet Home. Là, c'est écrit en petit là sur l'affiche japonaise. Et Sweet Home, le jeu, hein, qui était, en fait, c'est l'adaptation d'un film qui était, de façon étonnante, le premier long métrage de Kiyoshi Kurosawa. Alors, on va avoir quelques extraits, hein, donc c'est de 1989. Donc, ça mêle des images du jeu et des images du film. Alors, ce qui est intéressant par rapport à Kiyoshi Kurosawa, c'est son premier long métrage, mais c'est pas non plus totalement
représentatif de son style. Enfin, je pense que vous connaissez ce cinéaste qui est encore en activité, qui a fait des films comme Cairo, Cure, plus récemment Creepy, qui est vraiment un cinéaste, on peut dire, du creepy, du fantastique, mais pas seulement, quoi, du malaise, etc. Et là, qui est dans un registre plus poltergeist, quoi, plus américain. Voilà. Mais c'est intéressant de voir qu'un peu à l'origine du survival horror, il y a quand même Kiyoshi Kurosawa, qui après reviendra aussi un peu dans l'actualité en rapport avec le jeu vidéo, parce qu'il faut savoir que les jeux que je vous présente là, les premiers survival horror, il date de 1996 et la fin des années 1990 et le début des années 2000, c'était le début, enfin les débuts, c'était l'arrivée sur les écrans français de ce qu'on appelle la J-horror, les films d'horreur japonais à la Ring, Kairo, etc. Et donc on a souvent fait les rapports, alors peut-être moins que Resident Evil, mais entre certains survival horror et les films de Hideo Nakata ou de Kiyoshi Kurosawa. Alors, là, ce qu'on va voir, premier zombie dans Resident Evil, que cela ne s'oublie pas. Qui a aussi beaucoup marqué, évidemment. Ouais. Alors là, je vous montre aussi son remake, parce que ce qui est intéressant, on parlait de remake tout à l'heure, c'est que le jeu il a été refait au début des années 2000 sur GameCube, avec évidemment des graphismes plus fins, meilleurs graphismes, on pourrait dire. Et alors, d'ailleurs, le remake est maintenant disponible en téléchargement sur la PS4, etc., en ligne, et qui permet en fait de jouer au premier Resident Evil de façon peut-être plus facile voilà, qu'au premier, parce que le premier, il faut encore voir sa PlayStation ou sa PS2, ce qui est pas évident. Ouais. Alors, c'est vrai que, évidemment, comme on va très vite, mais je voyais quelqu'un parler du hors-champ, mais c'est vrai que, ça, c'est un point commun entre cinéma, tout ce qu'a repris le jeu vidéo d'horreur au cinéma d'horreur, c'est la mise en scène. Et d'ailleurs, c'est un peu des jeux extrêmement riches. Pour parler de la mise en scène, peut-être les meilleurs jeux, je dirais. Peut-être, c'est un peu comme les jeux d'horreur, c'est toujours très intéressant à analyser, mais je pense que c'est aussi le cas des jeux vidéo d'horreur, et notamment tout ce qui est hors champ, c'est aussi la place de la caméra. Parce que c'est peut-être parmi les jeux où on parle le plus de où est placée la caméra, la place de qui est placée la caméra, et où le changement de caméra va carrément changer certaines franchises. Bon voilà, comme c'est moi qui joue, je me suis fait attraper, parce que j'ai pas une grande dextérité aux jeux vidéo. Et d'ailleurs, le fait aussi d'avoir comme ça ces changements de caméra, maintenant, c'est vrai que c'est assez, on n'est plus vraiment habitué, donc pour des gens qui ont du mal à se repérer dans l'espace, ce qui est mon cas, ça a toujours des difficultés. Bon là, je remets une petite référence cinématographique, c'est qu'évidemment, avant de Romero, avant d'avoir fait Zombie, il avait fait la Nuit des Morts Vivants, qui est aussi une grande référence, évidemment, du jeu vidéo d'horreur, mais encore une fois, je vois qu'Alexandre parlait de la tension, c'est vrai qu'en fait, comme on n'a pas beaucoup de temps, on pourrait montrer carrément tout ce qui suit tout le moment de l'apparition du premier zombie, dans lequel il y a le premier zombie qui arrive, on n'y fait pas attention, il s'attaque à la sœur, puis au frère, elle s'échappe dans la voiture s'écrase, elle sort de la voiture, elle court dans les champs, le zombie la poursuit, et tout ça, c'est vraiment, on va dire, cette tension que met en scène Romero, cette sensation de panique, d'échapper comme ça une créature lente mais déterminée, en quelque sorte, qui est le zombie, et tout ça, ça donne une palette de sensations, un réservoir de sensations que vont exploiter les créateurs de jeux vidéo.
Voilà, après, alors, je reviendrai après sur Resident Evil, hein, parce qu'après, bon, ça a eu un énorme succès. Hein. Puis il faut dire aussi que ça correspond, comme c'est des jeux PlayStation, c'était aussi un moment où le jeu vidéo, il y avait déjà la possibilité de faire des jeux plus proches du cinéma, même si maintenant, bon, ils paraissent plus rudimentaires que les jeux actuels, évidemment. Mais à l'époque, c'est des jeux qui paraissaient extrêmement cinématographiques, et aussi avec un public plus plus âgé, quoi, en fait. Hein. C'est que la PlayStation, c'était plus jeune adulte, et donc, évidemment, ça correspondait bien au public des jeux comme Resident Evil, ou dans le 3, Resident Evil 3 dont on parlera après. Alors, les 3 premiers Resident Evil, c'est l'âge classique, on pourrait dire, du Resident Evil Survival Horror, et il y a un jeu qui va un peu changer la franchise, et un peu le jeu vidéo en partie, qui s'appelle Resident Evil 4, où on retrouve le héros du 2, mais pour une fois, pas dans le même environnement qui est l'environnement de Raccoon City. C'est un jeu qui va se passer à l'étranger, en Espagne, dans plus de jeux, et qui va être plus orienté action. Ouais. Alors, on pouvait faire des strikes de paysans espagnols contaminés. Donc voilà, c'est un jeu où on en reparlera après avec un Resident Evil plus récent, où là, en fait, ce qui a beaucoup changé, c'est la place de la caméra. Hein, c'est que dans les Resident Evil, on avait toujours des caméras fixes qui étaient avec beaucoup de changements de plan. Hein, et là, en fait, on était passé d'une mise en scène. D'ailleurs, c'était un des concepteurs du jeu qui disait d'une conception Hitchcockienne de la mise en scène, avec beaucoup d'angles de caméra différents pour travailler sur l'attention, à quelque chose où on suivait le personnage avec une caméra fixe. Bon, à l'époque, la référence c'était Paul Greengrass, avec des films comme La mort dans la peau avec Matt Damon, où en fait, là, on va tout le temps suivre le personnage, et en fait, le jeu, c'est un peu comme si, c'est un jeu extrêmement spectaculaire, avec une grande profondeur de champ, comme vous voyez. C'est un peu comme si on faisait plusieurs très très longs plans séquences, et avec un côté un peu ride, comme on dit maintenant, un peu manège horrifique. Alors un jeu qui s'éloignait un peu qui était plus orienté action que. Alors, désolé, comme le temps passe, je vais faire des petites. Alors, alors 28 jours plus tard, je l'ai mis parce que le scénariste Alex Garland avait dit qu'il avait été influencé par le jeu, par Resident Evil. Alors ce qui est intéressant, c'est que lui, il était influencé par Resident Evil, mais en changeant un peu, parce que c'est le film un peu qui va créer les zombies ou les infectés rapides. Évidemment, les infectés rapides, ça va être repris dans certains jeux vidéo, genre Left 4 Dead. Alors, là, on va à la deuxième grande franchise du survival horror classique japonais, parce que tout ça, je l'ai pas dit, mais Capcom, c'est un studio japonais. Ça s'appelle Silent Hill, hein, qui était vraiment sur un registre différent, parce qu'au départ, d'ailleurs, ça avait commencé comme un clone de Resident Evil. Hein, c'était le but du studio Konami, hein, de profiter du succès de Resident Evil, mais après au fil du développement, c'est vraiment devenu quelque chose. Alors, et ça a inauguré une tendance qu'on appelle maintenant le survival horror psychologique, hein, qui est plus intérieur, moins guerrier d'ailleurs, parce que le personnage dans le film, c'est un homme ordinaire, hein, qu'on va voir. Alors, je fais un peu l'introduction avec la belle musique du premier jeu. Voilà, en fait, le premier jeu, ça raconte l'histoire d'un homme qui est avec sa fille, un homme dont la femme est morte. Donc, il est père seul avec père qui est seul avec sa fille, et il va découvrir, il va par accident échouer dans une ville qui s'appelle Silent Hill, qui est constamment dans le noir, et il va la chercher. Donc, c'est un homme ordinaire, hein, qui est pas du tout un soldat comme dans Resident Evil. Et en fait, l'univers va être beaucoup plus inquiétant, comme on voit. Voilà, une horreur plus diffuse, hein, que dans Resident Evil. On voit
Ça, c'est vraiment la découverte de Silent Hill. Là, c'est la carte où on voit d'ailleurs que c'est un jeu avec plein de références à des auteurs comme James Ellroy, si vous voyez, Robert Bloch, etc., Ray Bradbury, ce qui montre aussi que les concepteurs étaient des jeunes fans de genre, hein, des gens très jeunes, hein, comme les gens qui ont fait In the Dark et Resident Evil, c'est des gens qui avaient entre 20 et 30 ans lors des premiers jeux. Et le jeu, il va être aussi voilà, célèbre. Have you seen a little girl? Encore une fois, je suis un peu plus vite. En fait, les références étaient un peu différentes de Resident Evil, parce que Resident Evil, bon, la référence c'est Romero, mais aussi plus le cinéma d'action ou SF d'action américain, comme John Carpenter et aussi James Cameron. Et Silent Hill, ça va être plutôt Lynch. Une des grandes influences, c'était Twin Peaks, la série de 1990. Aussi, une nouvelle de Stephen King qui s'appelle Brume, qui sera adaptée sous le titre The Mist. Et puis aussi, il y a aussi une adaptation, voilà, c'est aussi une référence à un film de 1990 qui s'appelle L'échelle de Jacob, qui est un film, je pense qu'il n'avait pas beaucoup marché à l'époque, mais qui a quand même marqué et qui a beaucoup influencé le jeu vidéo. Alors notamment ce passage-là. Et donc évidemment, il y a cette scène de l'hôpital qui est un peu influencée, parce que bon, une des principales adversaires ennemis dans Silent Hill sont des infirmières qu'on va trouver dans au moins les deux premiers jeux, dans tous les jeux. Hein. Le premier jeu, on va avoir un exemple. Hein, qu'on voit dans un monde totalement rouillé. Voilà, à ce type. Alors, je vous montre aussi parce que dans L'échelle de Jacob, c'est là aussi ce film où on trouve un effet horrifique, d'ailleurs qui a été inauguré par le film, d'ailleurs qui est assez simple à faire mais qui est efficace, et en fait qui a un effet en anglais j'ai vu que ça s'appelle le démonic head shake, le mouvement de tête démoniaque qui a été créé dans L'échelle de Jacob, et qui a été repris notamment à partir de Silent Hill 2 et qu'on retrouve dans plusieurs jeux d'horreur plus ou moins récents. Voilà, encore une fois, comme je vois que le temps passe vraiment très vite, enfin, c'est de ma faute. Évidemment, j'ai plus de choses à dire sur les débuts du jeu que je ne pensais. Donc, là, sur Silent Hill, je vous propose, avant de passer à des jeux plus récents, de voir peut-être la découverte, à le moment où on passe d'un monde inquiétant dans Silent Hill. Hein, donc, il arrive quand même dans une ville qui est déserte, qui est entièrement recouverte de brouillard. Et où sa fille, où il a perdu sa fille, ce qui est pas rassurant, mais à un moment, on va arriver une dimension encore plus inquiétante, qui est la dimension un peu, maléfique, démoniaque, qui arrive au moment où il y a des sirènes dans le jeu, et on va voir ce moment-là. Bon, c'est en anglais, mais je pense que vous pouvez, si vous pouvez lire, si vous comprenez l'anglais, vous pouvez le suivre sans comprendre l'anglais.
What is this? What's going on here? Voilà. Bon, alors, après, je vais m'arrêter là pour Silent Hill. Faut encore une fois, on passe très rapidement. D'ailleurs, voilà, ça reprend, je pense que je crois avoir vu quelque chose dans le chart, des créatures maintenant qui font un peu bizarre, mais qui n'en menaient pas large la première fois qu'on les retrouvait. Ces créatures ailées, et d'ailleurs qui étaient annoncées, enfin, si on parlait du hors-champ et de l'annonce de l'horreur dans les jeux. En tout cas, dans ces jeux, se faisait par un grésillement de radio, ce qui était quand même extrêmement efficace. Et là, on voit l'avancée. Alors là, évidemment, je vais passer très vite, parce que je vous montre seulement le premier, parce que bon, le jeu le plus accompli, c'est quand même le 2, qui est sur PlayStation 2, avec de meilleurs graphismes, plus fins, et qui a encore une référence, évidemment, du survival horror. Alors, un dernier mot sur Silent Hill aussi, pourquoi je vous le présentais, c'était pour montrer que c'était vraiment une grande référence, qui n'est plus actuelle dans ce sens où le dernier jeu Silent Hill date de 2012, ce qui est quand même une éternité dans le jeu vidéo. Bon, à partir du 4, les jeux Silent Hill ont été moins bien reçus, et il y a eu une relance, en fait, de refaire un jeu Silent Hill. En fait, en 2014, il y aurait dû avoir un jeu Silent Hills, qui aurait été fait par deux grands noms du cinéma du jeu vidéo. L'un, Hideo Kojima, le créateur de Metal Gear Solid, et le cinéaste mexicain Guillermo del Toro, que vous connaissez, qui avait fait un reboot, comme on dit maintenant, un reboot de Silent Hill, donc qui aurait dû s'appeler Silent Hills, où on passait à la première personne, et ça on va voir que le jeu vidéo à la première personne, ça va être quelque chose d'important dans les années 2010, et en fait, bon, le projet a été abandonné par Konami, mais il en est resté quelque chose, quand même. Au départ, c'était une démo, ce qu'on appelle une démo, une petite partie de jeu jouable, qui s'appelle PT, Playable Teaser, c'est-à-dire bande-annonce teaser jouable, auquel on a pu jouer, qui était extrêmement impressionnante, comme démo, mais maintenant qui est retiré, et il n'en reste plus que des recréations ou des vidéos. Alors ça, je vous le conseille, je vous l'ai mis en lien, vous pouvez regarder, c'est un court-métrage qui joue, ça joue beaucoup sur un effet de boucle. Alors, on est principalement dans un couloir qui se répète, etc. Et c'est assez... voilà. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu qui est considéré comme un des meilleurs jeux d'horreur, alors qu'il n'est pas disponible. C'est assez particulier. Il y a même un classement américain que j'ai vu, il mettait le jeu en premier, alors que c'est même pas un jeu, et qui est pas dispo, ce qui est assez particulier. Là, il y a une sorte de légende qui s'est créée autour de ce jeu. Alors, on va passer, qui sera pour nous la dernière partie, c'était vous recommander ou vous faire découvrir des jeux plus récents pour vous montrer un état du jeu vidéo depuis 10 ans, en fait, depuis 2010.